On retrouve le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Bonjour. Le président français Emmanuel Macron devrait faire des annonces majeures ce soir. À quoi peut-on s'attendre ? Écoutez, les annonces du président sont bien orchestrées avec une prise de parole du chef d'état-major des armées, général Burkhardt, avant-hier, et qui a dressé le tableau des menaces à l'encontre de la France. Et donc, le chef de l'État, chef des armées, va partir de cette étude des menaces, des engagements pris au sein de l'OTAN pour annoncer probablement un effort majeur sur la défense au moment où on demande à faire des économies, en particulier que le Premier ministre annoncera mardi quel est son plan pour un budget en 2026. Oui, alors la loi de programmation militaire, elle a déjà atteint un record. C'est une augmentation importante, d'autant plus que pour les autres secteurs, on annonce une année blanche. Cette augmentation, vous l'avez trouvée suffisante ou insuffisante ? Elle est insuffisante au regard de la menace. Il faut bien voir que vous parliez des 2% tout à l'heure du PIB. Si je me réfère à l'époque où nous étions face à l'Union soviétique, il y a 30 ans, on était à 3,5%. Donc le retour à 3,5% n'est qu'un juste retour des choses. Simplement, dans l'état des finances de la France, il va falloir faire des choix. Et c'est intéressant de voir que le président de la République va parler ce soir, alors que le Premier ministre ne parlera du budget qu'après-demain. Donc il y a un rapport entre les deux qui doit être évident. Enfin, c'est aussi la veille du 14 juillet, d'où c'est son discours. Le ministre de Bien sûr. l'économie, Éric Lombard, avait annoncé en mars dernier la création d'un nouveau produit d'épargne pour financer l'industrie de défense. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les Français ont répondu positivement à cet appel? Alors, il est un peu tôt pour le dire. Il y a effectivement des produits d'épargne qui sont lancés sur la défense. Tous nos citoyens vont recevoir ça. Si vous voulez épargner, épargnez sur un fonds qui va profiter à la défense. Mais c'est un peu tôt, hein. Il est à peine emmanché. Il va falloir voir combien d'entreprises viennent, plutôt combien de citoyens viennent épargner là-dessus. Mais il faut souligner qu'il y a des efforts français, mais il y a des efforts européens aussi. Il y a un emprunt de 150 milliards qui a été lancé par la Commission européenne, et c'est une nouveauté, même une révolution. Oui, alors les pays européens qui consacrent des moyens importants à leur défense, mais est-ce que la vraie faiblesse, justement, c'est pas son insuffisance de coordination? Alors, la coordination vient, mais vous parliez des insuffisances. Il faut se souvenir qu'on a vécu pendant 30 ans ce qu'on appelle les dividendes de la paix. On a désarmé complètement. Donc, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, ça prend un peu de temps. Et donc, tous les pays européens doivent investir. Les premiers en tête sur cet investissement sont les Polonais, les Allemands derrière, les Britanniques, les Français. Donc, il faut absolument se hisser au niveau nécessaire et rappeler que l'armement n'est pas fait pour faire la guerre. On répond au vieil adage romain, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il s'agit de se réarmer pour être fort et donc dissuasif et non pas faible et vulnérable. Et dans les annonces du président Emmanuel Macron ce soir, il va sûrement parler également du nucléaire et de l'accord cette semaine avec les Britanniques. Est-ce que la France, d'après vous, et l'Angleterre peuvent remplacer le parapluie américain? Écoutez, c'est un premier pas, c'est une révolution là aussi. Jusqu'à maintenant, la défense de l'Europe par le nucléaire se passait au sein de l'OTAN avec une cellule de planification de l'OTAN dans laquelle étaient les Britanniques. La France n'y participait pas. Et là, pour la première fois, Français et Britanniques, les deux puissances nucléaires européennes, vont se réunir et ne seront pas sous commandement américain. Donc bien sûr, les Britanniques sont très liés aux Américains sur le nucléaire, mais le fait qu'ils planifient avec les Français de façon autonome est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et cette dissuasion nucléaire, vous dites, est-ce qu'elle remplace les Américains? Il ne s'agit pas de remplacer, mais d'être crédible. Et avec le nombre d'ogives et les capacités britanniques comme françaises, nous sommes crédibles. Et on verra ce que feront les Allemands. Le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, lui, a déclaré vendredi que la Russie considère la France comme une cible prioritaire en Europe. Le président Emmanuel Macron va certainement aborder ce sujet, tout en rappelant la nécessité de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. Oui, tout à fait. Mais cette cible française pour les Russes, elle a en fait deux raisons. La première, comme nous venons de l'évoquer, une puissance nucléaire, donc crédible auprès de la Russie, donc elle la craint. Et le deuxième point, c'est que la société française est vulnérable.
il y a un certain nombre de courants d'opinion ou politiques qui sont très favorables à Moscou. Et donc, Moscou essaye d'enfoncer un coin sur ce sujet-là. Mais général, si la France est une cible, quelle peut être la réponse française? Eh bien, c'est de s'armer pour être à hauteur, mais aussi de ne pas être naïf. Dans le domaine de l'information, la désinformation, le cyber, depuis quelque temps, la France est passée à l'offensive chaque fois qu'elle est attaquée, en annonçant quelles sont les attaques, d'où elles viennent, et en répliquant. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut plus être naïf. J'allais dire, la propagande russe est chez nous tous les jours. Et pourquoi c'est le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui a fait cette déclaration et pas ce soir le chef de l'État Emmanuel Macron, qui est, rappelons-le, le chef des armées? Alors, je voudrais rappeler que ça, c'est une procédure typiquement militaire. Lorsqu'on analyse une menace, on analyse d'abord la menace, et c'est le chef d'état-major des armées, mais aussi le chef de la DGSE qui était intervenu deux jours plus tard, et le président de la République, lui, va annoncer quels sont les moyens pour répondre à cette menace. C'est une procédure qui me semble évidente et tout à fait normale. Et comment vous comprenez les zigzags de Donald Trump en ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine? Il donne le sentiment de ne pas savoir où il va, alors que Vladimir Poutine, il poursuit imperturbablement son objectif de conquête territoriale et de changement de régime à Kiev. Oui, tout à fait. Je pense que M. Trump a été très naïf. Il a cru que grâce à son entre-gens, à ses capacités, il allait pouvoir faire changer le point de vue de M. Poutine. Il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Et M. Trump, qui est aussi un homme des médias, fait du teasing, puisqu'il a annoncé qu'il ferait une déclaration importante sur la Russie demain. Marco Rubio, qui a rencontré M. Lavrov la semaine dernière, est revenu très déçu de cet entretien. Donc je pense qu'au bout du compte, M. Trump est en train progressivement de changer de langage. Moi, j'attends qu'il change dans ses actions. Oui, parce qu'il avait dit une pause, finalement plus de pause. Vous pensez qu'il s'est fait un peu avoir par Vladimir Poutine, qui s'est fait, entre guillemets, rouler dans la farine? Mais il l'a dit lui-même. M. Trump a dit « M. Poutine me balade ». Donc c'est Trump lui-même qui reconnaît qu'il s'est fait balader depuis plusieurs mois par M. Poutine. Et on va voir s'il va passer aux actes la semaine prochaine. Parmi les autres annonces attendues, est-ce que vous pensez qu'il y aura des annonces ce soir de la part du chef de l'État pour la jeunesse? Alors on en parle beaucoup. Vous savez que le chef de l'État avait lancé ce qu'on appelait le service national universel, qui avait pour but de mobiliser la jeunesse, mais pas mobiliser la jeunesse dans la défense, mais sur le plan des engagements citoyens. Peut-être a-t-il demandé maintenant au chef d'état-major d'étudier ce sujet, et on annonce pour l'automne des annonces là-dessus, mais qui iront plus dans le sens d'un engagement au profit de la défense, et apparemment ce serait un engagement volontaire, mais le contour n'est pas encore complètement défini. Oui, donc ce n'est pas le retour du service militaire national. Non, je ne pense pas qu'il y aura d'obligation du service national militaire. Une population de 750 000 jeunes par an, on ne peut pas les engager sous le drapeau, puisqu'il s'agit de garçons et de filles maintenant. En revanche, il y a un effort à faire pour renforcer les armées, en particulier dans la réserve, mais aussi peut-être un effort à faire dans le cadre du civisme. Et c'était l'objet du service national universel. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. Et merci pour votre décryptage.